Laisse béton! Connaissez-vous les différents mouvements de ce qu'on appelle le retour à la terre ? Savez-vous que depuis les années 60, le terme néo-rural a profondément changé de perception, pour ne pas dire de signification ? Ce sont quelques-unes des questions abordées dans l'épisode que vous allez entendre. J'y reçois un spécialiste du retour à la terre qui mène des travaux de recherche en France et aux États-Unis. Il s'agit de Paolo Stupia, docteur en sciences politiques, chercheur associé au Centre européen de sociologie et de sciences politiques, le CESP, et également à Cal Poly Humboldt, une université située dans une zone rurale du nord de la Californie, marquée par le mouvement de retour à la terre qui a démarré aux États-Unis dès la fin des années 60. Dans cette passionnante conversation, Paolo partage ici ce qu'il a appris de ses années d'études et de terrain auprès, entre autres, de communautés néo-rurales d'Ariège et retrace l'évolution du mouvement néo-rural et de sa perception par les médias, les populations locales et l'opinion en général. Je suis Amélie Dag, bienvenue dans Laisse béton et bonne écoute. Vous intéressez, vous travaillez sur le retour à la terre, à la fois en Europe, ou en tout cas en France et aux États-Unis. Oui, c'est bien alors ça ? moi j'ai commencé à travailler sur cette question au milieu des années 2000. Lorsque j'étais à l'université, je m'intéressais plutôt dans un premier moment à ce qui restait des communautés utopiques, puisque pour moi, en tant que, on va dire, étudiant un petit peu engagé à la fois politiquement et à la fois passionné par des questions plutôt liées à tout ce qui est contre-culture, etc. Tout ce que j'avais trouvé à cette époque-là sur les migrations un petit peu utopiques en sociologie, en histoire, etc., c'était lié au mouvement communautaire des années 1960-1970. Donc, tout ce qui était autour de mai 68. Ouais. Donc, j'ai commencé à travailler avec cette perspective. Et c'est vrai que lorsque j'ai entamé mes recherches au milieu des années 2000, au sein de la discipline plutôt sciences politiques, histoire, sociologie, les derniers grands travaux. Alors, géographie, c'est peut-être un peu différent, mais sur vraiment ces disciplines, plus histoire, sciences politiques, etc., les derniers grands travaux remontaient aux années 1980 et 1970. C'était une littérature qui était beaucoup focalisée sur cette vague d'immigration utopique qu'il y a eu dans les années, dans l'après 68, en fait, pour rester en France. Et particulièrement sur les communautés, avec quelques comparaisons avec le présent sur des expériences un petit peu plus récentes de type éco-village, etc. Mais la plupart des choses que j'avais trouvées, c'était encore des choses qui étaient en phase de construction, etc. Et à cette époque-là, donc je me suis intéressé tout d'abord à cette question: que reste-t-il des collectifs, un petit peu de tous ces individus qui sont partis effectivement des grandes métropoles françaises. Bon, pour utiliser une image un petit peu d'Épinal, ils sont partis de Paris après 68, donc après cette immense mobilisation collective. Et pour aller à la campagne, vivre en communauté, élever des chèvres, etc. Bon, alors là, vous avez tout l'imaginaire du Babacool en Ardèche, etc. Alors, moi, il se trouve que je me suis pas intéressé spécialement à l'Ardèche. J'ai plutôt atterri en Ariège, qui est un département qui est par ailleurs souvent confondu avec l'Ardèche, notamment à Paris. Voilà, surtout à Paris. Ouais. Mais c'est un petit peu ailleurs. Et c'est vrai qu'en Ariège, il y avait eu des enquêtes qui avaient été menées, mais les dernières remontaient aux années 1980. Et en plus, lorsque je suis arrivé en Ariège, c'est vrai que ce qui m'a frappé, c'est de voir une très grande diversité à la fois de générations,
Donc déjà, il y avait pas mal de jeunes qui avaient toute une esthétique qui renvoyait en quelque sorte, vous voyez, à l'imaginaire qu'on pouvait s'en faire. Bon, cheveux longs, des boucles d'oreilles, etc. Donc il y avait cette diversité, on va dire, premièrement générationnelle, on va dire plutôt, et deuxièmement, ce qui m'avait frappé aussi, c'était une très grande diversité, on va dire, dans les modes de vie que j'avais pu constater, puisque il y avait autant des personnes qui vivaient dans des collectifs ouverts que dans des collectifs plus fermés, dans des lieux qui avaient été fondés, qui faisaient partie, on va dire, un petit peu des premières vagues, donc de celles de l'après 68, ou dans des nouveaux endroits. Il y avait aussi des diversités, une très grande diversité dans les modes d'habitat. Par exemple, entre des personnes qui avaient retapé une ruine, ou bien d'autres qui habitaient en cabane ou en caravane ou dans des camions, etc. Donc ça, c'est quelque chose qu'on pouvait constater tout de suite. Et en poussant un petit peu l'investigation, aussi une grande diversité d'origines sociales, d'idées, de motivations, etc. Ça, c'est quelque chose qui m'avait un petit peu étonné au premier abord, puisque dans la plupart des travaux que je vous disais remontaient plutôt aux années 70-80, en gros, il y avait un petit peu cette idée portée en avant que les personnes qui seraient parties vivre à la Terre, d'abord, ils étaient pour une très grande partie issus des fractions un petit peu supérieures, etc. Or, là, les fractions sociales supérieures, elles existaient, mais aussi j'ai rencontré pas mal de personnes qui avaient d'autres origines sociales beaucoup plus modestes, etc. J'ai remarqué que aussi toutes ces personnes-là se rencontraient dans certains lieux et pour beaucoup maintenaient une certaine différence avec la population locale, alors avec plus ou moins de différences, etc. Hein. Et puis, j'avais remarqué toute une série d'autres choses qui m'avaient un petit peu convaincu à poursuivre cette investigation et finalement, je n'ai tiré un mémoire pour mon Master 2 que j'ai appelé de la communauté à l'éco-village. Le sous-titre était l'expérience des néo-ruraux 30 ans après, puisque en 2005, il venait de sortir une réédition de probablement celle qui reste l'enquête majeure, ou en tout cas celle un petit peu fondatrice sur le phénomène du retour à la nature d'un point de vue sociologique en France. C'est celle de Bertrand Hervieux et Daniel Vieux-Léger qui avait été initialement publiée en 79 ou 80, je crois. Et dans cette réédition, il y avait une question au départ où on disait que reste-t-il 30 ans après du phénomène des néo-ruraux, etc. Bon, et là, j'avais un petit peu répondu par la mise en évidence de toutes ces diversités, de tous les réseaux d'installation, de même la diversité, vous voyez, géographique, avec par exemple des Allemands, des Anglais, des Américains, etc. Bon. Par la suite, j'ai continué un petit peu à retourner sur ce terrain. Alors évidemment, j'ai été un petit peu trop proche de certaines personnes. Enfin, je suis devenu un petit peu trop proche de certaines personnes pour pouvoir continuer cette enquête avec toute la distance nécessaire on va dire, à quelque chose qui s'apparenterait à de l'objectivité, mais même si on peut discuter de ce terme. Et du coup, c'est vrai que j'ai changé un petit peu de sujet de thèse, mais encore une fois, je suis retourné pas mal sur le terrain. J'ai continué des observations, des entretiens, etc. Et du coup, j'ai aussi acquis une certaine expérience un petit peu de terrain en y vivant pas mal dans différents endroits et en aidant à faire différentes choses.
Donc toujours en Ariège. Toujours en Ariège, toujours oui. Dans ce coin-là, ouais. D'accord. Je peux dire que même si à l'origine je viens d'une petite ville dans les Alpes en Italie, mais je peux dire que c'est là où j'ai appris comment traire une chèvre, même comment tuer une chèvre d'ailleurs pour la manger, Ouais. etc. hein. Et ça c'est des choses qui paraissent un petit peu voilà particulières, mais c'est là où j'ai fait tout cet apprentissage. Et alors, la chose qui me semble très intéressante, c'est que, bon, cette thématique du retour à la Terre, des néo-ruraux, etc., c'était déjà un petit peu un marronnier à cette époque-là dans la presse. C'est-à-dire que dans la presse, on voyait beaucoup des articles, mais toujours un petit peu dans cette idée on va dire des babacools années 70. Par exemple, je sais pas, un des titres qui revient le plus souvent dans la dépêche du midi, c'est ces fous qui ont tout abandonné pour aller vivre dans la montagne à côté de Massac. Bon, ça c'est quelque chose qui revenait très souvent. Au niveau national, c'est vrai qu'il y avait déjà aussi une approche de ce terme néo-ruraux qui était plutôt plus territorialisé, entendu plus non pas comme des nouveaux paysans, mais plutôt des gens qui partent vivre dans une zone extra-urbaine. Donc, dans la presse, c'était déjà présente cette question des personnes qui quittent la ville, etc. Ce n'était pas vraiment le cas dans, on va dire, le champ académique, parce que, mis à part quelques géographes, effectivement, où là, c'était pris beaucoup d'une manière, on va dire, purement migratoire. Hein. En tout cas, dans les disciplines dont j'avais plus de connaissances ou dont je faisais partie, là, il n'y avait pas grand-chose à ma connaissance. Mais après, véritablement, là où j'ai constaté un retour d'intérêt plus pour la question en sociologie, en histoire et en sciences politiques, c'est à partir un petit peu d'une époque un petit peu postérieure, et plutôt vers 2012-2013, avec plusieurs phénomènes concomitants. Déjà peut-être un petit peu plus d'attention à toutes les thématiques liées à l'écologie, au réchauffement climatique, etc. Bon, le phénomène des ZAD aussi, ça a donné une grande impulsion à la recherche. Et puis depuis, il y a eu un petit peu un effet boule de neige parce que les enquêtes se sont multipliées. Il y a vraiment pas mal de travaux. Et alors avec évidemment ce qui s'est passé dans la période Covid, là il y a une explosion véritable. Voilà. Et juste pour terminer sur ce point, entre-temps, j'ai commencé une enquête similaire à celle que j'avais menée en France, non plus en France, mais aux États-Unis pour une série de raisons, et voilà, et notamment en Californie du Nord et en Oregon. Vous avez parlé du terme néo-rural. Comment le définiriez-vous aujourd'hui? Qu'est-ce qu'il revêt, ce terme, aujourd'hui? Qu'est-ce qu'il couvre? Effectivement, je pense qu'il veut plus du tout dire la même chose que dans les années 70 ou 80. Est-ce que vous le confirmez? Je pourrais le confirmer dans le sens où, d'abord, cette désignation néo-rural, néo-ruralité, c'est une désignation administrative. C'est à l'origine, c'est une désignation qui a été utilisée par l'administration dans le cadre de la politique d'aménagement du territoire. Et ça a été désigné et ça a été utilisé un petit peu pour désigner des personnes qui avaient effectivement entamé une démarche de retour à la terre, plutôt dans un sens de nouvelle paysannerie, retour aux racines, néo-artisanat aussi, etc. Bon. Et et voilà. C'était une appellation un petit peu à la fois qui remplaçait toutes celles antérieures, puisque auparavant on parlait plutôt de hippies, babacool, marginaux, etc. Et c'était selon certains une manière aussi un petit peu de récupérer l'alternative qui s'était créée. Hein,
grâce à cet intérêt étatique sur la politique d'aménagement du territoire. Alors vous avez par exemple des incentives qui ont été mis en place dans la politique d'aménagement des parcs naturels, les premiers parcs naturels, mais aussi la promotion d'activités locales, comme je sais pas, la châtaigne en Ardèche, etc. Bon, là, on a commencé à appeler ces populations qui auparavant on voyait un petit peu plus d'un mauvais œil, puisque ils allaient quand même partir à la campagne pour faire des choses pas souvent tout à fait nettes d'un point de vue administratif, comme étant des néo-ruraux. Et cette appellation, elle est aussi liée beaucoup à l'apparition de certaines subventions qui ont été mises en place par l'État, à la fois pour favoriser l'intégration, sans doute, puisque il a été observé que effectivement la présence de tous ces marginaux, tous ces fous, comme on disait à cette époque, elle avait aussi des effets véritables sur les territoires, puisque mine de rien, il y a eu une contribution certaine au maintien, voire à la réouverture de classes, donc maintien de services publics et aussi au repeuplement de certaines zones qui étaient véritablement en voie de dépeuplement complet. D'ailleurs, l'une des raisons qui explique beaucoup l'installation des néo-ruraux à cette époque, surtout sur celle que les géographes appellent un petit peu la diagonale du vide, donc il va des Vosges aux Pyrénées en passant par le Massif central. C'est aussi beaucoup la disponibilité des ruines, de villages abandonnés. Bon, dans les Pyrénées ariégeoises et notamment dans le Couserans, plutôt, c'était le mode de production agricole intérieure de la petite paysannerie, avec une très grande disponibilité de prés et avec granges. Et ces granges pouvaient être réaménagées en habitation. Et un coût presque infime, voire des possibilités de trouver ce qu'on appelle des biens vacants et sans maître en droit, qui veut dire que après une certaine période, vous pouvez vous déclarer propriétaire d'une parcelle de terrain à condition de l'avoir travaillé, etc. Ah oui. Ça, c'est quelque chose qui était nié aux années 70. Alors, on pouvait aussi voir dans cette période-là une autre forme d'interprétation un petit peu du mot lui-même néo-rural, qui serait plutôt liée à une logique qui était celle de beaucoup d'entre eux, d'entre elles et d'entre eux. Après, c'est pas quelque chose de généralisé, bien sûr, puisque si vous voulez, même si cette image du retour à la terre de l'après 68 nous renvoie pour beaucoup à une phase de politisation, de remise en cause de la société de consommation, de la volonté d'expérimenter autre chose, une véritable alternative, il n'empêche que tout le monde n'a pas été avec les mêmes valeurs, avec les mêmes modes de vie, etc. Ça, c'est quelque chose. Bien sûr, ouais. On voit ça de manière uniforme, peut-être aujourd'hui. Exactement. Même les formes de radicalité, vous voyez, sont différentes. Même sur des choses très concrètes, sur par exemple l'acceptation ou non d'une énergie qui viendrait plutôt de la production étatique plutôt qu'une autonomie énergétique, etc. Bon, il y a toutes sortes de choses. Il n'empêche que, en étant dans une phase où on est fortement influencé par la contre-culture américaine et surtout par tout ce qui arrive des logiques qui se sont développées dans le mouvement hippie aux États-Unis, on va voir que dans ce mot néo-ruraux, il peut y avoir effectivement ce sens de transformation qui est implicite, puisque nouveaux paysans, d'accord, mais aussi paysans nouveaux, c'est-à-dire des personnes
qui, en choisissant de s'installer dans une zone rurale, en dehors des villes, pour dénoncer une certaine société, pour dénoncer aussi la structure urbaine elle-même, ils vont donner l'exemple, faire voir aux autres qu'une autre mode de produire, de consommer, de vivre en couple et se rapporter à la nature est possible. Donc ça peut être une autre interprétation qui émerge du mot néo-rural. Alors évidemment, ça c'est une interprétation un petit peu qui diverge complètement de celle étatique dont on a parlé tout à l'heure. Hein, mais ça peut être un autre sens. Et puis, je dirais qu'aujourd'hui, plutôt, ce terme va désigner non pas le mode de production, puisque parmi les néo-ruraux qu'on désigne aujourd'hui sous cette appellation, parmi ces néo-ruraux, il n'y en a quand même pas une immense majorité qui ont une activité agricole. Contrairement à une bonne partie de la vague de 68, où les activités agricoles étaient quand même très importantes, que ça soit dans l'élevage, que ça soit dans le maraîchage, que ça soit aussi dans des activités agricoles un petit peu mixtes, avec aussi quelquefois déjà des projets plus de tourisme vert, équitation verte, etc. Bon, ça, c'était quelque chose qui était bien présent. Or, aujourd'hui, ce terme, me semble-t-il que il est devenu un petit peu un mot pour désigner tout citadin qui déciderait à un moment donné de se déplacer un petit peu en dehors du périurbain, si vous voulez. C'est-à-dire dans une zone qui a une moindre densité de population. Alors, sans tenir en compte aussi, là aussi, quelles sont les régions d'appartenance, quelles sont les différences territoriales entre ces endroits, et l'approche territoriale, à la fois pour ces migrations, est fondamentale pour toutes sortes enfin, elle est très fondamentale aussi pour saisir des différences entre des territoires. Hein. C'est pas, vous n'avez pas les mêmes néo-ruraux dans le Périgord ou au fin fond d'une vallée dans les Pyrénées. Comme dans les Pyrénées, vous n'avez pas les mêmes personnes qui sont, par exemple, installées en haute montagne, dans les vallées hautes, moyennes montagnes, on va dire, dans les vallées très reculées, et des personnes qui sont plutôt vers les collines, vers la plaine toulousaine, etc. Bon, ça c'est aussi des choses à voir. Ce que je relève là, ça fait écho chez moi parce que on utilise ce terme pour désigner en gros des gens qui ont quitté un endroit. C'est toujours cette histoire de la ville est au centre, hein, c'est-à-dire que on est néo-rural parce qu'on a quitté la ville, et le terme désigne effectivement tout ce que vous venez de décrire, c'est-à-dire qu'on se soit installé dans le Périgord assez riche ou au fin fond d'une vallée pyrénéenne. On est toujours un néo-rural, alors que vous venez de le dire, c'est pas du tout la même réalité, quoi. Donc ça, même le terme en fait relève de cette opposition ville-campagne et de cet urbanocentrisme qui fait l'histoire de la France, quoi, clairement. Hein. Donc c'est assez bien sûr. Voire aussi, on peut inclure dans cette catégorie, par exemple, d'autres personnes qui appartiennent à d'autres franges contre-culturelles, on va dire. Qui peuvent être, mais qui sont assez présentes dans certains territoires, et on va dire qui sont plutôt les personnes qui vivent en camion, ceux qu'on appelle, alors il y a toutes sortes de désignations, ou dans des squats, etc. Alors c'est ce qu'on appelle parfois les zonards, bon, mais ça c'est aussi quelque chose qui peut être vu comme étant des populations installées dans les territoires ruraux, simplement parce que voilà, hein, ils sont au bout d'un moment ils sont arrivés là. Est-ce que au final on désigne plutôt un retour à la terre dans le sens terre, racines, etc., ou un territoire? Ça c'est quelque chose qui est une question assez vaste. Quel sens on donne à ce retour à la terre? Comment on se rapporte à la nature, hein, aussi, puisque
Vous voyez, on a aussi cette image beaucoup de tous les néo-ruraux très écolo, etc. Bon, mais bon, quand vous vivez plutôt avec peu de moyens, dans la précarité, etc. Bon, ben évidemment, hein, vous hésitez pas si vous êtes dans une cabane et vous avez comme seule alternative, par exemple, d'utiliser des outils qui marchent à l'essence ou au kérosène, vous n'hésitez pas. Vous voyez, il y a aussi les questions un petit peu de contradiction qu'on peut relever dans ce discours. Hein. Vous disiez tout à l'heure que dès votre mémoire, ce qui vous a marqué, c'est la diversité des profils que vous rencontriez en Ariège, et je l'imagine bien. Qu'est-ce qui vous a marqué, donc vous qui avez largement arpenté ces territoires, qui avez rencontré beaucoup de gens, qui avez vécu là-bas, si j'ai bien compris. Qu'est-ce que vous retenez en fait de tous les travaux que vous avez menés sur ce sujet? D'abord, ce que je retiens, c'est que c'est un mouvement très intergénérationnel, et ça, c'est quelque chose qui est intéressant puisque il y a véritablement une continuité, on va dire, d'arrivée. Hein, ça, c'est quelque chose qui m'a beaucoup marqué parce que on a un petit peu tendance à voir et ça, c'est une expression qui est souvent employée sur le terrain. Hein, des vagues, on va dire, de néo-ruraux différents qui font suite, par exemple, à un mouvement social. Alors, on pourrait dire la vague altermondialiste, vous voyez. Mais il y a aussi des vagues un petit peu plus liées à des cultures musicales. Par exemple, la vague techno, la vague traveler, vous voyez, la vague punk. Bon. Mais ce qui est intéressant, c'est que malgré toutes ces approches, ça continue, voire ça s'amplifie. La deuxième chose qui m'a pas mal marqué, c'est une pacification relative dans certains endroits des rapports entre les néo-ruraux et les locaux. Ce que les néo-ruraux appelleraient plutôt les autochtones, et que les autochtones auraient plutôt tendance à se définir. Mais bon. Alors, certes, il y a des problèmes assez persistants, notamment par rapport à des thématiques qui ont refait surface dans l'actualité telle que la chasse. Bon. Alors, l'Ariège, et surtout le Couserans, il gardait un petit peu, et c'est là où c'est intéressant de revenir sur une approche beaucoup plus territorialisée. En fait, il gardait plus une spécificité par rapport à d'autres zones d'installation un petit peu historiques en France, puisque c'était censé être un endroit où il y aurait eu vraiment un petit peu les plus radicaux, ceux qui auraient eu plus de courage à rester vivre dans ces zones-là, pour toute une série de raisons, à la fois climatiques, à la fois de la pauvreté du territoire. Hein. Si vous installez un agricole, évidemment, vous n'avez pas de possibilité de faire des grandes cultures. Donc, si vous voulez, à ma première arrivée sur le terrain, et ça c'était aussi lié à des raisons beaucoup biographiques, puisque les personnes, une bonne partie des personnes qui étaient arrivées dans les années 60-70 étaient encore en vie. Alors aujourd'hui, ça commence à diminuer. Il y avait aussi un maintien encore de beaucoup de cette logique d'exemplarité, voire d'une certaine fermeture, un petit peu entre les deux groupes. Alors même si les rapports s'étaient véritablement améliorés, même s'il y a des différences locales, mais quand même, il y avait, vous voyez par exemple, quand vous alliez encore au marché de Saint-Giron à cette époque-là, vous aviez effectivement une grande coexistence de stands entre néo-ruraux et locaux, etc. Mais vous n'avez pas la même population qui se mélange à 8 heures du matin et à midi. Vous n'avez pas les mêmes usages du lieu, etc. Bon. Il y a effectivement encore des différences aujourd'hui qui peuvent paraître esthétiques, très nettes, etc. Hein, mais il y a eu une amélioration néanmoins, et ça m'a été confirmé par pas mal de gens,
des rapports entre la population locale qui au départ a été très hostile et les populations nouvellement installées. Et pendant longtemps, certains villages sont restés aussi très imperméables un petit peu à l'entrée en politique locale. Hein. Alors, dans l'ouvrage dont je vous parlais au début de Hervé Léger, on note dans certains endroits que depuis très tôt, il y a cette grande crainte de la prise des mairies, puisque comme les populations, elles vont repeupler les villages, ils vont prendre les mairies, etc. Vous voyez, c'est alors faire des conseillers municipaux, des maires, etc. Bon, en Ariège, cette prise de mairie, elle est un petit peu plus tardive. Mais elle est réelle. Elle est réelle, tout simplement par des effets démographiques de base. Hein, voilà, il y a des effets démographiques de base. Il y a aussi des effets qu'on pourrait analyser plus d'un point de vue sociologique sur les rapports entre les enfants. Même si beaucoup d'enfants ont été élevés dans des conditions très différentes entre, par exemple, les Ariégeois un petit peu, on va dire, autochtones et les néos, petit à petit, ces enfants n'empêchent que pour beaucoup ont été à l'école ensemble, finalement ont commencé à se connaître, à se fréquenter. Ils ont vu que certes il y avait des différences entre les deux cultures familiales d'origine, mais il y avait des terrains communs d'entente. Et aujourd'hui, vous pouvez avoir des phénomènes de couples effectivement mixtes. Donc effectivement, les différences se sont aussi un petit peu estompées. Les rapports sociaux se sont beaucoup pacifiés, même s'il persiste des conflits. Il y a eu aussi beaucoup de contre-exemples des personnes locales qui ont plutôt essayé d'aider ces jeunes qui s'installaient en leur apprenant à faire toute une série de choses à l'ancienne, sans machine, etc. Bon, mais juste pour finir sur ce point, du coup, effectivement, là, on peut voir des éléments des deux cultures qui se mélangent. Et puis, il y a des convergences aussi, même dans des endroits où les deux populations se sont un petit peu rejetées mutuellement pendant longtemps. Il y a des convergences un petit peu plus ponctuelles qui peuvent être liées à l'actualité. Donc, ça, c'est des rapports qui se sont pacifiés et les deux cultures, aujourd'hui, parfois, coexistent côte à côte. Hein. Aux États-Unis, on a la même chose. Hein. D'accord. Aux États-Unis, on a la même chose. Ouais, très. Est-ce qu'on reste un néo-rural toute sa vie? Ou est-ce que j'ai lu quelque part une définition du néo-rural, peut-être qu'elle n'était pas bonne, qui disait que le terme qualifiait les gens qui avaient quitté une grande ville pour s'installer dans un territoire rural depuis moins de 5 ans. Et donc ma question c'est, au bout de 5 ans, qu'est-ce qu'on est alors? Est-ce qu'on devient rural parce qu'on a passé le cap ou est-ce qu'on est tatoué? Comment ça se passe en fait? Quelle est votre idée là-dessus? Est-ce qu'on reste un néo-rural toute sa vie parce qu'un jour dans sa vie on a quitté une ville? Ou est-ce que ça passe avec le temps? Encore une fois, là, je vous dirais que c'est variable selon l'accueil reçu, selon l'endroit d'installation. Ouais. Sans doute, c'est lié aussi à l'intégration ou non qu'on peut montrer. Vous voyez, encore une fois, dans ce que j'ai pu rencontrer, j'ai aussi bien vu des personnes qui venant du Tarn, pour autant département rural, hein, ils sont restés des étrangers, voilà, en utilisant le terme, et alors qu'ils sont installés dans un village depuis 50 ou 60 ans hein, maintenant. Autant, aujourd'hui, oui, vous avez une population qui est peut-être installée depuis un certain nombre d'années, qui fait tout à fait partie du territoire. Vous voyez, là, c'est beaucoup lié à des logiques, je pense, territorialisées, à des désignations ou non des personnes, etc.
Alors, vous le disiez tout à l'heure, vous vous intéressez à ce sujet aussi dans une région bien précise des États-Unis, du nord de la Californie et d'une partie du sud de l'Oregon, si je ne m'abuse. Il y a sans doute des similitudes avec ce que vous avez étudié en France. Qu'est-ce que vous avez vu de similaire et qu'est-ce qui est vraiment différent dans les deux cas que vous avez pu étudier? Les similitudes pourraient plutôt concerner l'origine contre-culturelle de la plupart des migrations utopiques qu'il y a eu entre les grandes villes, non seulement de Californie, mais aussi de la côte Est, en direction de cette terre un petit peu particulière, hein, qui est en réalité une région très étendue, qui fait plus que le Paris-Marseille. Donc, vous voyez, c'est quand même quelque chose. L'échelle n'est pas la même. C'est des échelles différentes. Il y a sans doute des influences culturelles communes, mais aussi des circulations qui sont mises en place. Il faut voir aussi que tous ces phénomènes qui sont liés au retour à la Terre, entendus au sens des années, on va dire, 60, etc., sont aussi beaucoup marqués par cette contre-culture. Alors là aussi, c'est un terme un petit peu contestable, etc., mais c'est quand même un phénomène de circulation d'idées qui est global et qui va produire des influences mutuelles en allant d'un côté à l'autre de l'Atlantique, des pays développés aux pays entre guillemets du tiers-monde, etc. Donc, vous voyez, ça c'est aussi des influences communes, des préoccupations communes aussi sur le changement, la recherche d'une alternative, la recherche d'un autre cadre de vie, la recherche d'une autre qualité de vie, la recherche de nouveaux rapports sociaux, une remise en cause plus ou moins grande aussi du modèle économique dominant aux États-Unis, mais aussi en France, avec une très grande attention à des choses qui sont liées plutôt au local, à la durabilité, au choix par exemple, à la réduction de sa propre empreinte d'existence sur concernant sa propre existence sur la planète. Donc ça, c'est des choses qui peuvent être un petit peu communes. Ensuite, il y a effectivement des très grandes différences. Première grande différence, c'est le fait des distances et si vous voulez, des endroits choisis par l'installation. Puisque en France, on dit souvent retour à la nature. En réalité, il peut pas y avoir un véritable retour à la nature complet à moins de s'installer véritablement au milieu d'une forêt, etc. Hein, ce qui peut exister, puisque il y a beaucoup déjà d'artificialisation du paysage. Voilà. Aux États-Unis, effectivement, il y a encore un retour dans certaines zones qu'on désigne même pas comme zone rurale, d'ailleurs, qu'on désigne comme wilderness, comme zone sauvage. Et là, il peut y avoir déjà cette différence. À tel point que il y a des personnes qui vivent complètement en autonomie, qu'on appelle off the grid, donc en dehors du réseau, qui vivent complètement au milieu d'une forêt, etc. Et en tout cas, à des miles, à des milles et des milles et des milles, à des kilomètres et des kilomètres du premier centre habité, du premier endroit où on peut faire le plein d'essence, etc. Avec tout l'impact qu'on imagine sur le mode de vie au quotidien. Effectivement, oui. Et puis la confrontation aussi beaucoup plus avec des dangers que ici ils apparaissent certes importants, mais bon. Donc il y a ça comme grosse différence. Il y a une autre différence qui est liée à l'absence d'aide sociale. L'absence, c'est une absence relative en tout cas d'aide sociale, mais une différence incomparable entre les aides sociales. Et ça change beaucoup par rapport à une certaine fraction des populations néo-rurales en France
qui elles vivent plus soit avec des subventions publiques liées à une activité agricole de type PAC, etc., soit avec des aides sociaux carrément comme des allocations de type RSA ou allocations spécifiques de solidarité, etc. Ouais. Tout ça, c'est absent. Et du coup, ça incite aussi à avoir peut-être plus recours à d'autres sources de revenus économiques. Cette zone, après, elle est marquée par un autre phénomène qui est celui du remplacement des économies traditionnelles qui ont été tout d'abord la course à l'or, hein, et après il y a eu la course au bois, donc ce qu'on appelle pour faire du papier et du bois de production. Là, il y a eu une autre économie qui est arrivée progressivement, qui a été celle de la course, on va dire, au vert, en fait, le green rush, donc la course au cannabis, qui valait beaucoup plus que l'or. Et du coup, ça a fait que l'économie s'est beaucoup modifiée autour du cannabis, etc. Et aujourd'hui, il y a une crise de l'industrie du cannabis qui est une crise liée à la surproduction et une crise liée aussi à probablement une très mauvaise façon de légaliser, à toutes sortes de difficultés pour les petits producteurs à se faire déclarer légaux et persistance du coup des marchés du marché noir. Et du coup, ces zones-là, effectivement, rencontrent des difficultés économiques, non seulement en raison du Covid, mais aussi en raison de cette crise de surproduction. Voilà. Après, pour le reste, tout ce qui est esthétique, etc., c'est exactement similaire à la France et aussi certaines idées, elles sont similaires. Voilà. Je ne suis pas un devin. J'ai pas une boule de cristal devant moi. Néanmoins, je crois que ce sujet va se lier à un certain nombre de préoccupations qui vont être de plus en plus prégnantes à l'avenir, notamment en lien avec le réchauffement climatique. Et du coup, c'est un sujet qui va continuer sa transformation, continuer son évolution. Le retour à la Terre, c'est un sujet qui va naître avec l'invention des villes. Bon, vous avez toutes sortes d'expérimentations qui sont recréées ou de personnes qui ont choisi d'abandonner ce mode de vie urbain pour retourner à un autre type de mode de vie. Et je pense que tout simplement ce mouvement, ça s'est transformé, ça a connu une véritable explosion effectivement depuis l'industrialisation et depuis les grands exodes urbains qu'il y a eu, au moins les deux principaux, hein, celui de la première révolution industrielle et puis celui de l'après-guerre. Et en réaction, il y a eu d'autres personnes qui ont choisi de retourner vers un mode de vie plus connecté avec la nature, les territoires, etc. Je pense qu'aujourd'hui, il faut réussir à trouver un équilibre entre ces deux modes de vie. Et je crois que dans le mouvement du retour à la Terre, dans toutes ces nouvelles vagues, progressivement, il va y avoir forcément de plus en plus de personnes qui vont remettre en question cette vie très urbaine, très citadine, très aseptique qui leur est proposée pour aller vivre autre chose ailleurs. Après, comment ça se fera et selon quels outils,
Ça, je ne peux pas le prévoir. Dans tous les cas, il y a sans doute des questions fondamentales qui vont se poser, des nouveaux défis qui sont ceux effectivement d'équilibre entre les territoires et aussi des enjeux, voilà, justement liés au fait que au bout d'un moment, ces populations entre guillemets d'origine urbaine pourraient peut-être devenir majoritaires dans des territoires ruraux ou dans la plupart des territoires ruraux. Alors comment assurer aussi une transmission de connaissances, un maintien de certaines activités de ces territoires ruraux aussi? Ça, c'est autant de questions qui peuvent se poser pour l'avenir. C'était Laisse Béton, le podcast qui aide les citadins à réaliser leurs rêves de vie au vert. Si vous voulez réagir à cet épisode, témoignez vous-même au micro de Laisse Béton ou me suggérez des invités, écrivez-moi à amélie@laisse-béton.fr. Laisse Béton est également présent sur Instagram, Facebook, Twitter et LinkedIn. Si vous aimez ce podcast, abonnez-vous sur Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ou Deezer. Décorez-le d'étoiles sur votre appli de podcast préféré et parlez-en autour de vous, c'est encore le meilleur moyen de le faire connaître. À très bientôt.